C'est bon? Vous avez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je disais qu'il y a divers modes de vie. Le mode de vie libre, le saprophytisme. On parle donc d'une espèce saprophyte quand l'organisme se nourrit de matière organique uniquement. C'est-à-dire de la matière organique. On sait très bien que de la matière organique, ça vient d'un autre animal vivant. Ça peut être des excréments. Ça peut être les restes d'un animal ou d'un végétal. D'accord? Et qui existe dans le milieu extérieur. Je l'ai mis en gras. Ça ne veut pas dire qu'il se nourrit de l'intérieur de l'animal, il se nourrit de l'extérieur. Il trouve des débris d'un animal, il trouve des débris de plantes, il trouve des excréments, donc il ne touche pas directement à notre animal. Le commensalisme, là vous avez un organisme qui se nourrit de matière organique sur un vivant. Dans ce cas, on trouve un animal A qui est accroché à un animal B et qui va se nourrir à partir des cellules mortes qui se desquament, qui se détachent de sa peau, ou bien de tous les débris qui s'accrochent à ses branchies. D'accord? Il y en a qui vivent par exemple dans la cavité buccale ou dans l'intestin, mais dans tous les cas, ils n'entraînent pas de troubles ou de spoliation ou de dégradation de l'hôte. La symbiose, par contre, vous avez deux individus, comme j'ai dit A et B, et chacun tire profit de l'autre. Donc, c'est une entraide. C'est une aide de A, A il aide B et B aide A. Donc, ça permet donc d'optimiser leur survie et leur capacité de survivre. Mais en fin de compte, dans le parasitisme, on a un autre cas de figure où on a un individu qu'on appelle le parasite qui vit totalement aux dépens donc de son hôte. Il vit aux dépens de l'hôte, c'est-à-dire qu'il va donc carrément se procurer de la nourriture pour sa survie à partir de l'hôte, et il vit dans son hôte. Et donc l'hôte devient juste une plateforme qui porte le parasite et qui sert ce parasite. Donc cet hôte il subit des conséquences parfois très graves qui peuvent être des altérations, des destructions, voire la mort. Toujours dans la terminologie, donc quand on parle de cycle, eh bien un cycle, il peut très bien comporter un ou plusieurs hôtes, c'est-à-dire le parasite, et quand il parasite juste un seul hôte, ou alors deux hôtes, ou alors trois hôtes. C'est-à-dire dans son cycle, et en fonction de son évolution, on va trouver une forme qui vit chez un seul hôte définitivement, depuis le début jusqu'à la fin. Il n'a pas plusieurs hôtes. On peut trouver parfois un parasite qui, pendant une période de sa vie, il va la passer chez un hôte. Et quand je dis deux hôtes, ça veut dire pas deux individus de la même espèce. Je parle d'espèces différentes. Vous allez voir ça à travers les exemples. C'est-à-dire que le parasite, pendant une période de sa vie, il va vivre chez un hôte d'une espèce donnée, puis après, il va en sortir, et il se retrouve en train de vivre et de passer les autres stades de son développement chez un autre hôte, d'une autre espèce. Parfois, on a plutôt un animal qui va passer par trois hôtes, voire quatre hôtes. Et il y a un terme pour désigner cela, c'est le terme xène. Xène, ça signifie hôte. Donc, un cycle qui se déroule chez un seul hôte, on le qualifie de cycle monoxène. Mono pour dire un. Et xène, un. Pardon, mono, ça veut dire un, et xène, ça veut dire hôte. Donc, c'est un cycle qui se déroule chez un seul hôte. C'est un hôte qu'on appelle l'hôte définitif. Puisqu'en fin de compte, c'est un hôte il n'y a pas d'autre substitut. C'est un hôte qui contient les divers stades de développement du parasite jusqu'au stade qui est capable de se reproduire. C'est un animal qui se reproduit. Est-ce que c'est clair cette notion-là? Mono, xène, le terme xène. Oui, Xène. monsieur. Alors, j'ai dit qu'on peut avoir un cycle qui se déroule chez deux hôtes. Il y a un qu'on va appeler l'hôte définitif et un autre qu'on va appeler l'hôte intermédiaire. Et il y a un terme précis pour qualifier cela quand on a deux hôtes. On parle de dixène, un cycle dixène. Di pour dire deux. Et ainsi de suite, on a donc le mode ou le cycle à trois hôtes. Dans ce cas, vous allez trouver toujours, mais toujours dans tous les cycles, vous allez trouver un hôte définitif.
Un autre définitif. C'est soit un seul. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, quelle est la différence entre hôte définitif et hôte intermédiaire? Je reviendrai sur ça. C'est une bonne question. L'autre, Ok, bon, je merci, répondrai monsieur. tout de suite, c'est beaucoup mieux. Un hôte définitif, c'est un hôte qui va contenir la forme ultime de développement, la forme finale. J'ai dit au tout début qu'un cycle, c'est un cycle de vie, ça retrace les états de développement. On ne naît pas adulte du premier coup. Donc, pour les parasites aussi, la même chose. Ça peut être un kyste ou un œuf au départ. Et après, il se développe. Pour les protozoaires, ça peut être une forme kystique, incapable de se déplacer. Il n'a pas de pseudopode, il n'a pas d'appareil locomoteur. Et après, il se développe. Et c'est plus tard, quand il sera capable de se transformer pour redonner son point de départ, qui était le kyste, qu'on parle de phase développée. Donc, l'hôte définitif, c'est forcément, même pour les autres cycles qui viendront dans le prochain TD, un hôte définitif, c'est lui qui héberge les animaux capables d'assurer aussi la reproduction sexuée. Vous allez me dire, monsieur, mais pour les protozoaires, il n'y a pas de reproduction sexuée. Oui, tout à fait, ce n'est pas le cas. Mais pour les métazoaires, lorsque vous parlez d'hôte définitif, c'est-à-dire c'est un animal chez qui il y a de la reproduction sexuée. Chez les protozoaires, il y a de la reproduction. Chez les protozoaires, il y a certains groupes, ils ont une forme de reproduction sexuée. On va la voir d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas tous. Donc, pour simplifier, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui différencie l'hôte intermédiaire de l'hôte définitif? J'ai dit tout simplement que durant le cycle, si je suppose que l'individu passe par les stades 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, et que 5, c'est le stade mature à partir duquel il reboucle et il redémarre de 1, bien sûr, ce sont d'autres individus, eh bien, on va dire que le stade 5, il va être logé chez qui? Chez l'hôte définitif, le stade mature. Donc, c'est clair. Ça va être plus clair tout à l'heure à travers les exemples. Est-ce que maintenant, au moins, vous avez une idée? Monsieur, Oui. est-ce que c'est-à-dire qu'elle va passer par l'hôte intermédiaire, puis elle va finir à se trouver dans l'hôte définitif? Dans un cycle, un cycle, c'est quoi? À votre avis, si vous voulez le schématiser, vous allez faire quoi? Un carré, un rectangle, un cercle? Un cercle. Est-ce qu'un cercle, vous pouvez démarrer, vous pouvez définir un point de départ? Oui. Non. Non. Oui, non. Oui et non, c'est vrai parce que c'est bouclé. Non, Donc, monsieur. en fin de compte, logiquement, sur le plan scientifique, on va prendre le point de départ, l'œuf en général, un œuf. D'accord? Quand on a un cycle, on va prendre un œuf ou un kyste, c'est-à-dire une forme à partir de laquelle on retrouve des formes vivantes, végétatives, parce qu'un œuf n'est pas quelque chose de vraiment vivant. La forme vivante, elle est emprisonnée dans une coque. Je ne parle pas de l'œuf d'oiseau, je parle en général. Mais vous avez déjà l'exemple de l'œuf de poule, par exemple. Et vous allez me dire, mais bien sûr, c'est ça le problème. On ne peut pas dire, mais logiquement, sur le plan embryologique, l'œuf se développe et donne un embryon, et l'embryon donne un jeune à un animal, et l'animal grandit, il devient mature, capable de donner des œufs. Et c'est ces œufs-là qui vont redonner une nouvelle génération. Donc c'est ça vraiment l'architecture en général. Alors maintenant, focalisons sur la terminologie. Cycle monoxène, est-ce que c'est clair? C'est quoi? C'est un cycle qui se déroule chez combien d'hôtes? Un seul. Un seul hôte. Comment je peux appeler un cycle qui se déroule chez 3 hôtes? Un cycle Trixène. Un cycle qui se déroule chez 2 hôtes. Dixène. Un cycle qui se déroule chez 4 hôtes. Un cycle à 4 hôtes. Ou bien un cycle quadrixène. D'accord? Alors, quand vous avez cycle monoxène, c'est clair. Il faut définir quand même. Il faut définir le nombre. Parce que poly, vous ne précisez pas. Déjà, à partir de 2, c'est poly.
Donc, cycle monoxène, c'est clair. Dixène, on a un note définitif et un note intermédiaire. Cycle trixène, on a un note définitif et deux autres intermédiaires. S'il vous plaît, coupez vos microphones. Cycle trixène, il y a trois autres. Il y a un note définitif qui va donc fournir la forme, le point de départ. C'est là où on pourra trouver donc l'émergence ou la sortie des œufs ou des kystes. Et ensuite, vous avez deux autres intermédiaires. Et puis, vous avez des cycles à quatre hôtes. Dans ce cas, on a l'hôte définitif, l'hôte intermédiaire 1, l'hôte intermédiaire 2, et parfois, donc le quatrième qui est un autre réservoir. Un autre réservoir, c'est-à-dire un autre qui, en réalité, c'est juste un site où le parasite va siéger en attendant que l'un des hôtes le prend, le récupère. Parce que dans ces cycles où il y a des hôtes, parfois on a par exemple un parasite qui vit chez le rat. D'accord? Et il doit passer chez qui? Il doit passer chez un carnivore, c'est-à-dire un chat. Donc quand le chat mange le rat, il mange le parasite qui est dedans. Et parfois, ce qui est extraordinaire, c'est que certains, normalement, un rat, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille le chat, oui ou non? Oui, monsieur. Alors, Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le parasite, parfois, pour préserver son cycle et que le cycle ne casse pas, c'est pas de l'intelligence, c'est, subhanallah, c'est extraordinaire. Il va libérer des substances qui enlèvent la peur du rat. Le rat n'a plus peur du chat, donc il s'approche du chat. Il ne mesure pas le danger. Et là, il devient une proie facile. Et du coup, c'est pour que le parasite qui était prisonnier chez le rat puisse sortir et se retrouver chez le chat, un autre environnement pour qu'il puisse continuer son développement. Vous avez saisi la nuance de la chose. Oui. Oui, monsieur. Maintenant, les points de la diapo, ils sont très, très importants. Donc déjà, la première chose, c'est le nombre d'hôtes. Toujours, quand vous avez des données sur un cycle, essayez de l'analyser et de voir par combien de formes vivantes différentes, des espèces différentes, passe le parasite, depuis le début du cycle jusqu'à la fin du cycle. Et vous comptez 1, 2, 3, ou 1, 2, ou un seul. D'accord? Maintenant, cette entrée de parasite, on a parlé d'entrée de parasite et de sortie de parasite. Qu'est-ce que ça veut dire une entrée de parasite? Qu'est-ce que ça veut dire une sortie de parasite? Par quoi vous pouvez imaginer un parasite pénétrer un organisme? Par quel moyen? Ingestion. Voilà, il y a l'ingestion. Par ingestion, on peut manger un parasite sans le vouloir, accidentellement bien sûr. Vous prenez une salade verte, vous ne faites pas attention et de s'accrocher à ces feuilles, il y avait des kystes d'un parasite et puis vous avalez ça. Donc c'est une ingestion. OK? Oui, monsieur. Donc, dans cette ingestion, est-ce que le parasite, il a fourni un effort pour pénétrer dans votre organisme? Non. Non? Donc, non, c'est pas un effort qu'il a fourni, c'est une entrée qu'on peut qualifier d'entrée passive. C'est une voie passive. Donc, le parasite il peut pénétrer dans l'organisme hôte, soit par voie passive, c'est-à-dire par ingestion, on parle d'entrée passive. C'est une entrée passive. Mais quand vous avez un parasite qui est capable de transpercer votre peau et de la traverser pour se retrouver dans votre sang, qu'il soit aidé ou non par un moustique ou un insecte quelconque, est-ce que dans ce cas, l'entrée du parasite était passive? Non. Il est actif. Non, monsieur. Elle est Active. active. Voilà, très bien. Donc, ça, on l'appelle donc une voie d'entrée qui est active. Quand vous avez un parasite qui traverse une barrière, hajiz, en l'occurrence, par exemple, la peau. Quand un moustique vient se déposer sur votre bras ou votre pied, votre front, et qui vous pique pour sucer du sang, mais à ce moment-là, malheureusement, il vous injecte
sans le vouloir lui aussi, des parasites, c'est que là, le parasite, il a franchi une barrière physique de votre corps. Ce n'est pas que vous l'avez avalé, c'est qu'il a transpercé la peau. Et donc, c'est une entrée par effraction, iqtiham. C'est une pénétration active. Cette pénétration peut se faire par le parasite lui-même. On le verra plus tard, par exemple, dans le cycle de Schistosoma hematobium. Est-ce que vous connaissez la maladie de la bilharziose, Monsieur. Oui, monsieur. Vous connaissez Abdelhalim Hafez, le chanteur égyptien. Oui, monsieur. Ça fait longtemps. Il est mort de quoi? D'une maladie de complications de la bilharziose. C'est une maladie qui existe dans pas mal de pays d'Afrique, dans pas mal de pays d'ailleurs. Lorsqu'il y a, on reviendra sur son cycle, mais en tout cas, c'est un parasite qui se retrouve à un moment donné au cours de son cycle dans l'eau. Et quand un homme a les pieds dans l'eau, ou un enfant, eh bien le parasite traverse la peau par lui-même. Le parasite, c'est une petite larve qui nage et qui transperce la peau et qui passe à travers la peau vers les capillaires sanguins et après se retrouve dans la circulation générale. Dans ce cas, c'est une entrée toujours active, par voie active. Et c'est le parasite qui lui-même arrive à traverser la barrière. Mais parfois, le fait de traverser la barrière est facilité par la piqûre d'un insecte. Donc, ça peut être facilité. Donc, cette pénétration, m'excusez, il y a une erreur ici. Je vais la récupérer. Il y a un E qui manque. Et je vais repartager avec vous, parce que je sais que c'est le E que j'ai rajouté. Donc, comme je dis, il y a la voie passive, il y a la voie active. La voie active, c'est quand le parasite pénètre à travers une barrière comme la peau. Cette pénétration, il peut être faite par le parasite lui-même, qui traverse la barrière, ou alors il est facilité par une piqûre d'un insecte. Cet insecte, il est appelé vecteur. Vous avez fait les maths. Un vecteur permet de translater quelque chose qui existe dans l'espace en point A vers B, ou le point M vers N. Donc, il transporte. L'insecte est un vecteur. Et l'entrée, elle est dite active ou par effraction. Si vous regardez un petit peu les films, parfois on vous parle lors d'une enquête, il y a un voleur qui a pénétré dans une maison par effraction, c'est-à-dire qu'il a dû casser une barrière, laquelle ça peut être une fenêtre ou quelque chose comme ça pour pénétrer par effraction, iqtiham. Ok? Est-ce que c'est bon cette notion-là? Donc, je reviens. On a parlé des cycles. Monsieur, cycle peut être... Pardon, mademoiselle? Mademoiselle? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Donc, les cycles, il y a les cycles monoxène, dixène, trixène, quadrixène, tout dépend du nombre d'hôtes. Toujours dans ces cycles, il y a un hôte définitif. Les autres sont considérés comme des hôtes intermédiaires et parfois on a des hôtes réservoirs qui stockent le parasite sans qu'il y ait de développement. Pour les modes d'entrée, on a un mode d'entrée qui peut être passif, soit une voie passive, c'est lorsqu'il y a une ingestion du parasite. Dans ce cas, le parasite ne fournit aucun effort pour pénétrer. Et il ne traverse pas une barrière physique, il pénètre à travers la bouche. C'est l'ingestion. Mais parfois, il y a une voie active quand le parasite doit traverser une barrière physique, c'est-à-dire en l'occurrence la peau, et cette pénétration, il peut être faite soit par le parasite lui-même, soit il est aidé dans cette action par un insecte vecteur. On parle ainsi d'une entrée active ou par effraction. Ce qui s'applique à l'entrée s'applique à la sortie. Alors, le parasite, il peut sortir de l'organisme uniquement par voie passive, c'est-à-dire par voie fécale. C'est-à-dire quand vous allez faire vos excréments, eh bien, il sort par l'anus. C'est une élimination ou une émission qu'on appelle une émission fécale ou élimination fécale ou sortie fécale. Fécale vient de fesses. Fesses veut dire excrément, déchets solides. Donc, quand le parasite, donc vous imaginez,
que dans ce schéma-là, on imagine bien que généralement, un parasite qui est pris par voie orale et qui arrive dans notre bouche et va arriver dans notre tube digestif. Et qu'après, il va être rejeté sous une autre forme avec les fesses, avec les excréments. Il va être éliminé. Et donc, généralement, les parasites qui vivent dans le tube digestif, c'est des parasites qui entrent passivement et qui sortent passivement. Donc, on parle ainsi, quand il y a une voie passive, on parle de sortie passive. La sortie, elle est passive, quand ça sort par voie fécale. Mais il y a des fois où le parasite sort par voie active. Donc, comme c'est ce qui s'est produit pour l'entrée, il est entré activement à travers la peau, il peut très bien, par exemple, sortir à travers la peau. À travers la peau d'un individu, on connaît pas mal de cas où le parasite transperce la peau pour sortir. Et cette... Cette sortie peut se faire. Voilà, لأن هذه copier-coller وقع فيها خطأ. Donc, sortie. Très bien. الصحة في ذاك اللي صيفط لكم لأنه كان ما بنتي بدا يخدم على شي حاجة وكوبي-كولو ما انتبهتش. Donc, cette sortie peut se faire par le parasite lui-même. Ou alors, là, le parasite, il est dans votre sang. D'accord, il est prisonnier du sang. Et pour sortir, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un insecte qui vient vous piquer pour prendre du sang. Et quand il va prendre le sang pour se nourrir, il prend avec le parasite. C'est une sortie qui est aussi qualifiée de sortie par effraction. متفقين؟ Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? الله يخليكم. C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Maintenant, on démarre. Est-ce qu'on peut avoir un parasite qui entre passive et sort d'une voie qui est active? Non, mademoiselle. Généralement pas. Seulement, on va venir sur un cas, mais bref, je vais les étapes. Le prochain TD, on va voir un cas de Schistosoma hematobium. Eh bien, عادي تفضل شي شويه معليش نقول لكم غير ريحه الهضره وصافي. Le cycle de Schistosoma hematobium, vous savez très bien que l'infection se fait par voie active. C'est une larve qui pénètre à travers la peau d'un homme qui a les pieds dans l'eau. Une eau qui contient le parasite. Ça remonte, ça se loge dans le système vasculaire, c'est-à-dire dans les vaisseaux, mais finalement, et les animaux adultes, ils vont se loger, qui évoluent à travers, donc à partir de cette larve, ils vont se loger dans les vaisseaux qui entourent la vessie. Vous savez ce que c'est que la vessie? Non, monsieur. Neboula. Là, on stocke les urines. Alors, les adultes, ils se logent dans les vaisseaux, dans les vaisseaux qui entourent la vessie. Or, quand ils vont pondre leurs œufs, où vont se trouver les œufs? Dans les vaisseaux, toujours, où ils vivent, dans les vaisseaux qui entourent la vessie. Après, on se retrouve avec quoi? Ces vaisseaux sont particuliers, ils ont une capacité de transpercer les tissus. Donc, ils vont pousser à travers le tissu vasculaire, à travers la paroi du vaisseau, à travers la paroi de la vessie et se retrouver dans les urines. Et après, quand un homme qui est atteint va uriner, il va uriner des œufs. Ils sont très petits, minuscules, ils sont microscopiques. Vous, dans votre perception, comme quelqu'un qui urine, il fait quelque chose de passif. C'est une sortie qui est passive. C'est un liquide qui sort. Il ne va pas ouvrir un vaisseau ou quoi que ce soit. Et pour vous, c'est une sortie passive. En réalité, non. Le parasite, il était dans les vaisseaux et puis il se retrouve dans un milieu naturel. Donc, pour passer des vaisseaux
vers l'extérieur, il a dû franchir une barrière. Et donc, cette fois, la sortie aussi, elle est active. Donc, généralement, quand vous avez une entrée active, la sortie, elle est active. Quand vous avez une entrée passive, la sortie, elle est passive. OK? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce que la voie respiratoire, c'est une voie passive? C'est une voie passive. Vous inhalez. Vous avez des chambres. Quand vous respirez, vous inhalez de l'air qui entre à travers la trachée artère. La trachée se ramifie en deux branches, lesquelles se ramifient en bronchioles, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez les alvéoles pulmonaires, de petites poches remplies d'air. Seulement, peut-être le cycle des nématodes, oui ou non? Avec migration. خليونا ما نخلطوش لي السيكل ولكن غادي نخلطوا كلشي اللي بقينا تنهضروا دوكا ما تشدوا حتى حاجه. Le poumon, c'est de la respiration, c'est passif, puisque le milieu, c'est des cavités. Mais quand vous avez un parasite qui était dans le sang et après se retrouve dans l'air des poumons, ça veut dire qu'il a franchi le tissu qui le délimitait. دايما ملي كيكون هناك نسيج كيسجن البارازيت وكتلقى le parasite il se retrouve le milieu extérieur, ça veut dire qu'il a carrément transpercé avec la barrière. Et donc c'est toujours dans ce cas-là quelque chose d'actif. Merci, monsieur. C'est bon pour Oui, cette monsieur. terminologie? Cycle, type de cycle, monodie, trixène ou bien quadrixène. Parasitisme, dans le parasitisme, l'entrée, il peut être passif ou actif. Et on parle ainsi, quand il est actif, d'entrée active ou entrée par effraction. L'entrée passive, elle est qualifiée d'entrée passive ou alors voie passive ou bien ingestion. Pour la sortie, il peut être une émission passive, voie passive, donc élimination par voie fécale, c'est une sortie passive, ou alors c'est une sortie active également par effraction quand ça transperce une barrière. On va démarrer notre premier cycle. Alors notre premier cycle, il porte sur quoi? Il porte sur Entamoeba histolytica. Quand on écrit un nom d'espèce, regardez comment on écrit un nom d'espèce. Un nom d'espèce, c'est composé d'au moins deux mots. Le premier désigne le genre et il écrit en italique, tout le nom est écrit en italique, c'est-à-dire les lettres inclinées. La première lettre en majuscule, Entamoeba, espace, histolytica. Le deuxième, c'est le nom de l'espèce, genre espèce. Et parfois, on a même un troisième nom. Quand vous avez la possibilité d'écrire en italique, vous le faites. Quand vous n'avez pas la possibilité d'écrire en italique, vous soulignez. Seul le nom de l'espèce, le premier, du genre, porte une majuscule au début, le deuxième nom. Alors, les scientifiques, quand ils sont capables de donner un nom qui renseigne un petit peu sur l'animal ou qui donne une image sur l'animal, eh bien, c'est ism ala musamma. Entamoeba histolytica. Si on fait un découpage, enta, enteros, intestin. Moeba, amibe, amibe de l'intestin, qui vit dans l'intestin. Histolytica, c'est une amibe qui vit dans l'intestin et qui provoque une destruction lyse. Oui. Diapo FX. Est-ce que vous savez passer la deuxième diapo suivante? Maintenant? Je suis sûr. Non, monsieur. Pas encore. Non, pas encore. C'est compliqué. Maintenant, c'est bon. Ok. Je disais que, bon, on va présenter Diapo le cycle est de bloqué. développement. Non, il n'est pas bloqué maintenant. C'est bon ou c'est pas bon? Vous C'est arrivez à bon. voir? Oui, C'est bon, monsieur. Alors, le cycle de développement d'Entamoeba histolytica. Les noms d'espèces, c'est toujours deux noms. Le nom de genre et le nom d'espèce.
بحال كيف نتوما عندكم le nom et le prénom, comme toute personne. Parfois, on a un troisième nom. Alors, Antamweba Histolytica, dans ce terme-là, vous avez une désignation qui permet de renseigner. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, au moins, on a des radicaux qui nous permettent de comprendre. Comme je disais, le nom doit porter une première lettre en majuscule, tout le reste en minuscule. Tout doit être écrit en italique. Et quand ce n'est pas possible, on doit mettre au moins un trait en dessous. Anta veut dire intestin, enteros, ça vient d'enteros. Mueba, ça veut dire amibe. Donc c'est une amibe qui vit dans l'intestin. Histo, tissu. Litica, détruire. Donc c'est une amibe qui vit dans l'intestin et qui détruit les tissus. Comme pour n'importe quel individu, il y a une carte signalisation, c'est-à-dire une carte d'identité. Embranchement protozoaire, sous-embranchement des rhizoflagellés, classe des rhizopodes, ordre des gymnamibiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres membranes autres que la membrane plasmique qui délimite l'animal, et l'espèce est Entamoeba histolytica. On dit que c'est un agent causal, c'est l'agent causal de l'amibiase, c'est l'agent qui cause une maladie, agent causal. Vous comprenez ce terme-là, agent causal. Elle l'a dit yuhdit, qui cause l'amibiase. Eh bien, très souvent dans les maladies, vous avez ce terme de AS, bilharziose ou ose, amibiase. Et ça prend donc une partie du nom, amibe, et AS pour dire c'est une maladie liée à l'amibe. C'est quoi cette maladie? Cette maladie, on l'appelle la dysenterie amibienne. C'est quoi la dysenterie amibienne? Comme vous voyez, dysenterie, c'est une diarrhée. C'est une diarrhée causée par des amibes chez l'homme, et c'est une diarrhée profuse, très abondante, ça veut dire, avec l'apparition de glaires sanguinolentes. C'est des mucus. Vous savez, quand vous ouvrez l'intestin d'un mouton, par exemple, et que vous poussez sur l'intestin, vous tirez son contenu interne, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez quelque chose de muqueux, ok? Et c'est ce qu'on appelle la glaire. Eh bien, c'est les personnes, ou l'homme qui est atteint d'Entamoeba histolytica, dans les cas les plus graves, il va commencer à avoir des diarrhées très importantes. Parfois, il va perdre un peu de sa glaire. On va sortir avec ses excréments du mucus avec du sang. C'est pour ça qu'on l'a appelé avec glaire sanguinolente qui contient du sang. Dans les selles, ce sont les excréments. C'est un cycle qui se déroule entièrement chez l'homme. Il n'y a pas d'autre hôte, il y a un seul hôte. Donc c'est un cycle qui est monoxène. Monoxène. Alors c'est un cycle monoxène et c'est un cycle au cours duquel le parasite que vous voyez ici, donc Entamoeba histolytica, c'est un parasite qui existe en fait sous diverses formes. Vous allez me dire, comment on va le reconnaître? C'est une évolution du parasite. Voilà, je vais utiliser donc le pointeur. Ça, cette forme que vous voyez ici, vous reconnaissez quoi? Une amibe, oui ou non? Une amibe avec ses pseudopodes qui sont lobés, importants et qui est de grande taille. Ça, c'est vraiment l'amibe qu'on trouve chez un homme qui déjà exprime les signes de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a les diarrhées, qu'il y a la perte de glaire, le sang dans ses excréments. C'est parce que c'est la forme la plus virulente, la forme qui est capable de produire la maladie, la forme qu'on dit forme pathogène. Ok? D'où vient cette forme? En réalité, cet homme-là, eh bien, il avait avalé ce qui existait dans la nature. Il avait, par exemple, il avait travaillé la terre, c'est un jardinier, c'est un agriculteur, ou c'est juste un homme qui a pris un sandwich souillé, d'accord? Et souillé par quoi? Par des kystes, une forme de cette amibe-là, qui peut même devenir comme ça, toute minuscule, ramassée sur elle-même et enveloppée par une coque épaisse. Ce que je schématise ici, c'est sur un plan, mais en réalité, c'est une sorte de sphère, un petit ballon tout petit, qui ne fait que 5 à 20 microns et qui contient 4 noyaux.
Ça s'appelle un kyste. On va revenir sur cela. Eh bien, ces formes qui se trouvent dans la nature, ils ont été ingérés par un homme. C'est une forme arrondie avec 4 noyaux, entourée d'une coque. Comment se génère cette forme à partir de celle-là ou de celle-là? Eh bien, tout se passe dans l'intestin. Le parasite, que ce soit dans cette forme qu'on appelle histolytica ou cette forme minuscule qui n'est pas pathogène, eh bien, il vit dans l'intestin. Mais on sait très bien que nos excréments, ce qu'on mange, il est digéré et puis repoussé. Les déchets sont repoussés vers l'extérieur. Donc, forcément, les amibes qui se trouvent dans l'intestin vont être repoussées elles aussi vers l'extérieur. Dès qu'ils descendent vers l'extrémité de l'intestin, le pH va être modifié dans cette zone. Le pH, il diminue, il devient très bas. Et c'est l'un des stimuli, c'est l'un des facteurs qui stimule cette forme ou bien cette forme à se protéger, parce que c'est trop acide, d'accord, à se protéger. Et là, il va devenir enquisté. Il va se ramasser sur elle-même et s'envelopper par une coque qui va limiter l'influence du milieu extérieur qui est acide et avoir 4 noyaux. Donc, l'enquistement, c'est-à-dire la transformation de la forme petite minuta ou bien la forme, je reviendrai sur la minuta tout à l'heure, ou la forme histolytica, en tout cas de la forme entamoeba à la forme kystique. L'enquistement, ce processus-là, il a lieu quand le pH intestinal diminue. Maintenant, quand un homme récolte ça sous les ongles, parce qu'il a travaillé la terre, et qu'il ne prend pas le temps de se laver les mains proprement et sous les ongles, et qu'il ramène sa main dans sa bouche, qu'il la met dans sa bouche, le kyste tombe dans son tube digestif, dans sa bouche. Il descend dans son estomac, puis après dans l'intestin. Il peut tomber malade et manifester les diarrhées juste 8 jours après, parce que c'est suffisant pour que les kystes se développent, évoluent et donnent des formes qui peuvent causer la maladie. Donc, ça va dépendre en fait de l'état de cet homme-là. Est-ce qu'il est en bonne ou en mauvaise santé? Il est faible, le cycle se déroule très rapidement. Comme parfois, on peut contracter contracter le kyste à une date donnée et 30 ans plus tard qu'on tombe malade. 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on peut rester avec des formes à l'intérieur de l'intestin qui se développent sans pour autant donner la forme qui est pathogène, qui donne la maladie. Ce qui va nous ramener un peu à parler de la forme minuta. Et sous les ongles, si la personne ne se lave pas correctement les ongles, eh bien ces kystes ils sont capables de rester en vie sous les ongles pendant 45 jours. OK? Alors maintenant, essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Où se trouve ce kyste? Dites-moi où se trouve le kyste. Dans l'intestin. 0. Dans les ongles. Surtout à l'extérieur. Très bien. Dans On l'extérieur. avait dit à l'extérieur, dans la nature. هذا واحد الإنسان, un homme ou une femme ou un enfant qui est malade ou non malade, mais en tout cas qui est porteur de l'amibe et qui fait ses besoins dans la nature. Dans la nature. Et dans ce cas, dans la nature se retrouvent des excréments qui contiennent cette forme qui s'est transformée en kyste, ou cette forme qui s'est transformée en kyste. Donc les kystes proviennent d'une transformation de ces deux formes. On va revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. Donc ça existe dans la nature. Les formes qui ont des pseudopodes et qui sont capables de se déplacer et qui vivent dans l'intestin, ils proviennent d'où? Ils proviennent de ce kyste. Bon, je parle de kyste, on peut avaler un kyste, on peut avaler une dizaine. Tout dépend de ce qu'on a ramené sous les ongles, tout dépend de ce qu'on a pu avaler avec notre sandwich. Donc, ces kystes-là, ils vont éclore. Et vous voyez que chaque kyste contient combien de noyaux? 4 noyaux. Eh bien, à l'éclosion, quand on avale un kyste, il tombe dans le tube digestif. Je vous mets une image. Ça, c'est le système digestif de l'homme. Ici, c'est l'œsophage. Ça descend, c'est l'estomac. Vous avez la diapo? Vous regardez la diapo? Oui, Oui, Ça arrive ici.
dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac, dans l'intestin? Il y a des nutriments, il y a de l'eau, il y a une certaine température, il y a de quoi s'hydrater. Eh bien, le kyste, il va éclore. Il contenait 4 noyaux, ils vont se diviser immédiatement, ils vont donner 8 noyaux. Et chaque petit noyau s'entoure d'un peu de cytoplasme, il devient une petite amibe. C'est ce qui donne cette forme minuta. D'accord? Dès qu'on ingère ça, dès qu'on l'avale, il va tomber dans le tube digestif et il donne une forme qui est aussi grande que le kyste. Mais en fait, il va donner 8 exemplaires. Un noyau dit oui, il donne 8 petites amibes qu'on appelle la forme minuta, minuscule. Elle est à 20 microns, non pathogène, ça profite, c'est-à-dire il se nourrit uniquement du chyle intestinal, cette soupe qui existe dans l'intestin, fruit de la digestion. Donc, il va se nourrir de ces éléments qui se trouvent dans l'intestin sans s'attaquer à la paroi. Quand on prend de la nourriture, qu'est-ce que vous faites? Vous mastiquez par votre dentition, vous mastiquez, vous avalez, et puis dans l'estomac, il y a des acides et des enzymes qui vont digérer tout cela. Et ce qui va arriver dans l'intestin, c'est une sorte de liquide, sorte de soupe. C'est comme si vous prenez beaucoup d'éléments nutritifs et vous les mettez dans un mixeur et vous mixez le tout et vous rajoutez des enzymes. Donc, en fin de compte, vous avez une soupe nutritive qui va descendre dans l'intestin. Et l'intestin, oui. Je ne comprends pas comment la forme kystique vit dans la nature. J'ai dit que le point de départ, c'est lorsqu'un homme qui est porteur de ce parasite fait ses excréments dans la nature, qu'il va déféquer dans la nature. Ça veut dire quoi dans la nature? C'est généralement ces maladies-là, pour dire vrai, c'est des maladies qui sévissent, qui existent dans les pays qui n'ont pas un assainissement correct. On ne va pas parler des villes qui sont salubres avec les égouts et tout ça, mais des gens qui n'ont que des sortes de rigoles qui font circuler les eaux usées. Vous voyez les habitations de fortune avec des égouts qui passent entre les habitants. Ou alors, c'est tout simplement des gens qui vont faire leurs excréments dans le champ. C'est des agriculteurs autres. Et dans ce cas, les excréments, ils contiennent le parasite qui se trouve dans des conditions qui ne sont pas les vraies conditions de vie. Ce n'est pas un intestin avec de la nourriture, c'est tout simplement de l'oxygène, de l'acidité. Là, le parasite va se ramasser sur lui-même et va s'envelopper d'une coque pour le protéger. Une sorte de coffre-fort pour se protéger. Et là, ça se retrouve donc dans la nature. Quand un sujet est exposé à ces kystes de façon accidentelle, c'est-à-dire qu'il les récolte lors du travail sous les ongles, ou bien qu'il prend une salade ou un fruit qu'il a mal lavé et qui contient des kystes accrochés dessus, parce que on sait très bien que les excréments vont se dessécher un jour et qui vont être transportés soit par les courants d'eau, soit par le vent. Et les kystes vont s'accoler à des objets divers, notamment des légumes, des salades, des fruits. Donc, c'est le mode de contamination. Donc, on se contamine par ingestion. C'est une entrée qui est passive ou active? Passif. Passif. Donc, c'est une entrée passive. Le parasite, quand il entre dans le tube digestif, il va donner, il se retrouve dans un milieu qui est tout à fait parfait pour sa vie. Il va éclore, comme un œuf qui éclot. Et ce qui va sortir, ce sont les 4 noyaux qui vont se diviser en 2 chacun, ce qui va donner 8 petits noyaux. Et chaque noyau s'entoure de cytoplasme et reconstitue une petite amibe qu'on appelle la forme minuta de Entamoeba histolytica. Donc cette forme minuta, qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre juste dans la lumière intestinale. Je reviens sur cette diapo. Donc ça descend sous forme de kyste, ça éclot et ça donne des petites amibes qui vivent dans cette lumière intestinale. Quand je dis la lumière intestinale, ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière, mais c'est parce que c'est la cavité. D'accord? Et l'intestin, quand vous examinez un petit peu l'intestin, ce n'est pas une surface lisse, l'intérieur. C'est très irrégulier. Il y a des microvillosités et des microvillosités. Et bien, voilà donc
où se loge, ça c'est la cavité où il y a du chyle. L'amibe ne s'attaque pas à cette région-là. Il vit juste ici, dans la lumière, pour absorber les nutriments qui existent dans cette zone-là. Alors, cette forme-là, il n'est pas capable de s'attaquer à la paroi intestinale parce que tout simplement, encore les gènes qui codent pour les enzymes de destruction des tissus, les enzymes lytiques, qui sont les pepsides, les trypsines et les carboxypeptidases, ils sont produits à de faibles taux. Il produit un certain nombre d'enzymes lytiques, mais à un faible taux. Mais dès que le sujet devient un petit peu fatigué, eh bien cette forme-là va devenir beaucoup plus grosse, il double de volume, devient capable de produire de grandes quantités d'enzymes lytiques et va s'attaquer à la paroi intestinale pour aller percer la paroi et aller chercher les vaisseaux pour se nourrir de sang. Il devient donc hématophage. Hématophage, ça veut dire qu'il se nourrit des hématies, des globules rouges. Ces pseudopodes deviennent dirigés directement dans le même sens, ils sont directionnels, unidirectionnels, une seule direction. Là, vous voyez des pseudopodes un peu dans tous les sens parce qu'il y a de la nourriture de partout. Mais là, il y a des pseudopodes qui sont orientés pour pénétrer dans la paroi intestinale. Il est capable, comme j'ai dit, de libérer de grandes quantités d'enzymes lytiques. Et là, il va causer la maladie donc, de la diarrhée. Donc ça, c'est un schéma qui vous illustre un petit peu la surface de l'intestin. Donc, dans Monsieur, oui. qu'est-ce que ça veut dire hématophage? Ça vient de... Vous avez le radical phage, manger, et hémato vient d'hématie. Hématie veut dire globule rouge. Ça veut dire sang. Il mange du sang. Il s'attaque aux hématies. Et si je reviens sur cette diapo, la cellule contient des hématies rouges. Enfin, ce n'est pas marqué ici en rouge, mais contient des inclusions. Là, c'est la surface de l'intestin, la paroi intestinale. Ici, c'est la partie musculaire, parce que le muscle il se contracte. Est-ce que vous sentez vos muscles vos intestins se contracter? Oui. Quand vous avez mal au ventre, quand vous avez Malheureusement. des spasmes, quand vous avez des diarrhées, quand vous avez ce genre de complications. Mais en temps normal, il se contracte à un rythme très très lent pour entraîner les déchets vers la sortie. Et si les contractions sont trop rapides, vous avez des diarrhées. Si les contractions sont lentes, vous êtes en constipation. Il faut dire que la surface, donc la paroi, elle contient bien sûr des muscles, elle contient aussi des plexus nerveux, les plexus mésentériques, c'est-à-dire un système nerveux propre au tube digestif. Donc, il n'est pas contrôlé de façon volontaire. Et c'est ce qui fait réguler ces contractions. C'est ce qui régule les contractions des muscles pour qu'il y ait donc ces contractions péristaltiques rythmées de l'intestin. Du côté de la lumière, il y a des microvillosités qui sont très très nombreuses et très digitées. Ça permet d'augmenter la surface d'échange. En fait, une surface de contact entre le petit intestin et la nourriture est fait 200 mètres carrés. Vous imaginez? C'est presque la surface d'un grand terrain de tennis. Et c'est logé dans votre estomac. Alors que vous pouvez imaginer la surface d'un terrain de tennis dans votre ventre. Uniquement dans l'intestin. Repli et repli. Vous avez compris. Vous êtes intestinal au niveau de... Ça augmente. Monsieur, Là, on vous entend sur pas. cette photo. Là. Là, vous arrivez à m'entendre? Oui, maintenant Oui, ça monsieur. marche. Maintenant, Est-ce que vous arrivez à... pouvez répéter. Regardez, Monsieur, si j'avais... Oui, je vais répéter. Je disais que la paroi de l'intestin, si on prend juste un petit fragment, ça c'est la partie externe de l'intestin, la partie lisse. Et ça c'est la partie qui est située du côté de la lumière. Il comporte plusieurs
d'agitation qu'on appelle les villosités. Et même à la surface de ces villosités, il y a encore d'autres replis qu'on appelle les microvillosités. Dans la partie paroi, il y a une musculature. Il y a des muscles longitudinaux et des muscles circulaires. Quand les muscles circulaires se contractent, il y a le diamètre qui se resserre. Quand les muscles longitudinaux se contractent, il y a la longueur qui se réduit. En tout cas, ces muscles doivent être énervés pour qu'ils se contractent, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir des influx nerveux. D'où vient cet influx nerveux? Ce n'est pas une commande centrale qui vient de notre cerveau ou de notre moelle, c'est une commande intrinsèque. Ce sont des plexus intégrés à la paroi qu'on appelle les plexus mésentériques et qui régulent l'activité contractile de l'intestin. Quand vous avez trop d'hyperexcitation du plexus nerveux, vous avez des contractions très très rapprochées et vous avez donc un transit rapide, ce qui se traduit par une diarrhée. Quand vous en avez peu, par exemple quand vous prenez certains médicaments qui inhibent ce système-là, comme la morphine, si vous avez de la douleur et que vous prenez de la codéine ou de la morphine, ça conduit à une inhibition des plexus, enfin des influx nerveux, et vous avez un transit beaucoup plus long, d'où une constipation. Si on s'amuse à déployer toutes les villosités et microvillosités, on va trouver que la surface interne de notre intestin, il fait à peu près 200 mètres carrés. Ce qui rend compte de l'importance des échanges entre l'intestin et la cavité générale. Je vous explique la chose. Si on avait juste quelque chose de rectiligne comme ça, donc je pars de ce point A ici, vous voyez là? Vous le voyez? Ici. Oui. Oui. Là, c'est un point A. Oui, Et monsieur. ça, c'est un point B. Si je les fais rejoindre par une simple surface linéaire comme ça, la surface il sera réduite à cela, à ce parcours. Mais si je fais une invagination ou dévagination comme ça, vous voyez, je reste sur la même superficie, enfin, le même espace, mais avec une surface plus importante. Donc, ça veut dire que les replis, et replis, et replis, et replis, c'est ce qui contribue à avoir une surface d'échange importante. Ça, c'est juste des données pour comprendre comment agit le parasite. Ben, le parasite, quand il devient capable de s'attaquer à cette paroi, il va pénétrer pour aller chercher le sang. Et donc, il va traverser. Normalement, il était incapable de synthétiser les enzymes qui permettent de dégrader ces tissus-là. Donc, il n'était pas sous la forme histolytica. Mais dès qu'il commence à produire de la carboxypeptidase, de la lysine, de la trypsine, tout ça, il s'introduit en profondeur pour aller chercher le sang. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, il va entraîner avec lui les bactéries qui normalement vivaient juste dans la lumière intestinale. Et à ce moment-là, ces bactéries vont provoquer une infection de ce territoire. Ta'affoun. Et en plus de ça, le parasite va irriter les plexus nerveux, ce qui fait qu'il y aura des contractions trop intenses. D'accord? C'est ce qui va traduire quoi? Un transit rapide de ce qui est comme déchet dans l'intestin et donc des diarrhées. Donc voilà, je disais, il y a les plexus nerveux et voilà notre parasite qui arrive entre les microvillosités et qui va, vous l'avez vu, il est là et il va s'introduire. Donc il va essayer d'aller récupérer du sang et il va entraîner avec lui les bactéries, va provoquer une suppuration, une suppuration dans ces zones-là et vous aurez. Donc, il y aura une suppuration par zone. Et vous imaginez qu'à un moment donné, vous aurez tout ce territoire-là. Bon, une attaque ici, une attaque là, et tous avec du pus. Le pus va isoler ce territoire en surface du territoire sous-jacent. Et comme les contractions deviennent intenses, tout ce qui est superficiel va être enlevé. Il y aura une érosion. Ce schéma très simpliste vous explique aussi la chose. Vous avez ici les villosités. Vous avez des capillaires artéroveineux, des veines et des artères. Si la lésion s'opère par là, eh bien, il y aura donc une attaque
de la virosité, attaque des vaisseaux et entraînement des bactéries. Il y aura une irritation des nerfs qui sont à l'intérieur de la paroi. Qui dit irritation dit tahfiz, stimulation. Et qui dit stimulation dit contraction plus intense. Et qui dit contraction plus intense dit que tout ce qui est dans l'intestin ne va pas rester très longtemps, il va être évacué. On a donc un péristaltisme. Un péristaltisme, des contractions répétitives du muscle lisse, parce que le tube digestif est formé de muscles lisses, que ce soit l'œsophage ou l'intestin. Donc ces contractions de toute cette zone-là font qu'il y a un transit plus rapide. Quand on a un péristaltisme important, les diarrhées deviennent importantes. L'autre problème, c'est que cette lésion, le fait de transpercer la paroi là et à divers endroits, entraîne avec elle des agents qui jusque-là étaient des bactéries qui vivaient juste dans la lumière intestinale. Mais maintenant, ils trouvent une porte de sortie pour pénétrer encore plus dans le tissu charnu, dans la chair du muscle, de l'intestin. Et là, ça va provoquer une purulation, une infection. Donc la flore de Vaillant, qu'on appelle Monsieur Vaillant, qui avait découvert cette flore au tout départ, qui sont normalement des bactéries saprophytes qui se nourrissent tout simplement des déchets, rentrent avec l'amibe et vont provoquer une suppuration, taqayyuh. Et il y aura donc des abcès, des abcès là et là, avec du pus. Et le pus de cette zone va fusionner avec le pus de cette zone, et ça va donner des nappes de pus. Plusieurs abcès peuvent confluer, peuvent fusionner, formant un délabrement anatomique, formant quoi? Un détachement total de cette partie. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit, regardez, diarrhée profuse, c'est-à-dire importante, avec glaire sanguinolente. La glaire résulte du fait que la partie superficielle qui contient les microvillosités et le mucus est emportée avec les diarrhées parce qu'il n'est plus soudé au tissu sous-jacent. Quand vous avez une infection là et là, que vous avez du pus, toute cette partie de tissu qui est là ne devient plus attachée à ce qui est en dessous. Il devient en flottaison sur les muscles circulaires et longitudinaux. Et donc, il va être facilement emporté. Et même parfois, ce qui est encore plus grave, on a des perforations carrément de l'intestin. Ça ne s'arrête pas ici, tout ça se transperce. Et du coup, les bactéries de l'intestin sortent et se retrouvent dans la cavité péritonéale. À l'extérieur de l'intestin, dans la cavité abdominale, on parle donc de péritonie. Les amibiases les plus graves, on les rencontre dans les pays d'Asie du Sud-Est, là où il n'y a pas vraiment d'assainissement. C'est bon? Je passe maintenant à une description par schéma. Ben, vous voyez ici, dans la nature, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve un sujet, donc ça se passe chez l'homme, et ça se passe dans la nature. Dans la nature, on a la finalisation de l'enquistement. Quand les déchets sont rejetés, il contient la forme minuscule ou la forme pathogène, peu importe, mais dans tous les cas, il commence déjà à s'enquister. Il finit son enquistement et on a donc la paroi qui est fabriquée, la forme vivante qui est donc à l'intérieur, qui se divise et donne finalement un kyste mature à 4 noyaux. Et vous voyez maintenant, on passe de la nature vers l'organisme hôte. Lorsqu'un sujet avale des kystes, lorsqu'il les avale, ils vont carrément éclore parce qu'ils se retrouvent dans un milieu qui est adéquat à leur développement. Et au lieu d'avoir un seul kyste à 4 noyaux, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites amibes à partir d'un seul kyste. Bon, on imagine bien qu'un homme, lorsqu'il va avaler, il va avaler quand même une bonne dizaine, voire plusieurs. Ça dépend donc de ce qu'il a ramené sous les ongles, j'ai dit, ou ce qu'il a pu manger dans sa nourriture. Donc, on aura autant de kystes fois 8. Alors, ces petites amibes vont commencer à se nourrir et à grandir et à se diviser. Monsieur Socrate. Oui. Pardon? Pardon?
مسيو الصوت ديالك كان كيتقطع. Non, non. Non, monsieur. Non, c'est c'est bon, monsieur. شنو تقدر؟ أنا اللي كنتقطع دوك. Le problème de l'Internet, je comprends très bien, ça peut être de vous, ça peut être de moi, mais puisque je suis bon pour les autres, c'est qu'il y a un problème chez vous. Vous avez saisi maintenant, comme jusque-là, on a des kystes qui sont rejetés dans la nature, qui sont, lorsqu'ils sont au stade mature, c'est des kystes à 4 noyaux, c'est des kystes qui ne peuvent plus évoluer. Ils sont là en attente qu'un sujet puisse les avaler. D'accord ? Ces kystes, lorsqu'ils sont avalés, ils vont éclore, ils vont donner 8 petites amibes. Chaque amibe commence à se nourrir et à grandir et à se diviser aussi et redonner de nouveaux individus. C'est une phase de multiplication. Mais à un moment, lorsque le sujet devient faible, cette même forme unita commence à grandir pour donner une forme beaucoup plus grande, capable de s'attaquer à la paroi et de s'attaquer aux cellules sanguines. Ça donne donc la forme pathogène qui est la forme hématophage. Et on voit dedans qu'il y a des hématies. Donc, c'est un cycle, à votre avis, qui est comment? Dixène, trixène? Monoxène. Monoxène, très bien. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier dans ce cycle? Monsieur, c'est comme s'il y a un autre cycle au sein du même cycle. Le cycle de la forme Il y a hématophage. deux cycles entre un seul cycle. Oui, on peut dire cela, mais ce qui est important, c'est ça. Il y a une phase libre. Oui ou non? Là, ici, le parasite, il est prisonnier de quoi? De l'organisme. Il est à l'intérieur d'un organisme. Et là, il est tout à fait libre, il est dans la nature. Quand vous avez un parasite qui se retrouve dans la nature, on parle de phase libre. Comme complément. Quand le parasite se retrouve dans la nature sous forme d'œuf ou de kyste, on parle de phase libre ou de larve. Et selon la forme sous laquelle elle existe, est-ce que c'est une forme active qui bouge ou juste une forme immobile comme les œufs ou les kystes? On qualifie ainsi la phase libre de passive ou active. Quand le parasite se retrouve dans la nature, sous une forme ou une autre, on parle de phase libre. Mais on doit la qualifier. Si le parasite se trouve dans la nature sous forme immobile, c'est-à-dire un kyste qui est incapable de bouger par lui-même ou un œuf incapable de se déplacer par lui-même, on parle de forme de phase libre passive. Si au contraire c'est une larve qui nage, qui a une queue qui se déplace, c'est une larve ou des cils, on parle de phase libre active. Donc dans notre cycle là, c'est un cycle monoxène avec une phase libre qui est comment, s'il vous plaît? Passive. Très bien. Passif. Mais le reste, ce n'est pas un problème, ça dépend juste de l'état physiologique de l'individu. C'est tout simplement une simple division d'amibes, mais qui peuvent ou peuvent pas s'attaquer à la paroi intestinale selon l'état physiologique de l'individu. S'il est faible, ça se donne des formes pathogènes qui sont capables. Mais sachez très bien que la forme hématophage, comme la forme unita peut évoluer en forme hématophage, l'inverse est possible. Ça veut dire si on prend un médicament pour traiter la maladie, mais que ce médicament n'est pas à 100% efficace, on détruit effectivement la forme hématophage. Ça veut dire qu'on n'a plus les saignements, on n'a plus les diarrhées, mais on garde quand même un petit stock de la forme unita qui peut, si encore notre condition de santé devient faible, il peut redonner la forme hématophage. Et dans la nature, quand, par exemple, au cours du transit intestinal, la forme unita se rapproche de l'extrémité de l'anus, c'est-à-dire du rectum, dans le rectum, où la forme hématophage est emportée vers le rectum, là, le pH augmente et ça conduit inévitablement à l'enquistement, que ce soit une forme hématophage ou une forme minuta. Donc, les deux peuvent s'enquister suite
à l'augmentation du pH. Il faut rappeler quand on parlait de la forme kystique. Forme arrondie à 4 noyaux. L'enquistement, c'est-à-dire la formation du kyste, on n'a pas précisé si c'est à partir de minuta ou bien hématophage, mais en tout cas, l'enquistement à partir de l'une ou de l'autre, il a lieu quand le pH intestinal diminue au niveau du côlon. Alors, je vais retracer ce cycle qu'on vient de voir sous forme synthétique, schématique et claire, qui regroupe tous les éléments. Vous vous rappelez, j'ai dit, un cycle, c'est quelque chose de circulaire. Donc, je dessine un cercle en premier. Et puis, je pars du centre. Qu'est-ce que j'ai? Je dois représenter les hôtes que j'ai. Je n'ai qu'un seul hôte, c'est l'homme. Oui ou non? Oui, monsieur. Et chez cet homme-là, je dois définir les compartiments. Où se trouve le parasite, à votre avis? On l'a vu à 2 niveaux. Dans la lumière intestinale. Très bien. Donc, ça aussi, c'est une indication qui doit figurer dans le cycle ou dans le schéma du cycle. Donc, on a le lieu, c'est-à-dire la lumière intestinale, et on a la paroi intestinale. Alors, il faut préciser la forme du parasite qui se trouve dans chacun des compartiments. Donc, la lumière intestinale, qu'est-ce qu'on a? On a la forme non pathogène qui est la forme minuta. On est bien d'accord. Et dans la paroi intestinale, on a la forme hématophage qui est la forme pathogène. Et les deux flèches indiquent qu'il y a un équilibre entre les deux ou une possibilité d'évolution vers l'une ou vers l'autre. Comme j'ai dit, si on prend un traitement, eh bien la forme hématophage peut très bien revenir à la forme minuta. Comme la forme minuta peut très bien se transformer en forme hématophage si le sujet devient faible et qui sont pourtant deux formes différentes. Vous avez remarqué les flèches? De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce petit quart-là, ça représente quoi? La phase libre. La phase libre. La phase libre. Et je dois préciser où est-ce qu'il se trouve. C'est soit l'eau, soit la terre. C'est soit des excréments qui ont été rejetés, donc les kystes se retrouvent sur la terre ou dans l'eau, entraînés par l'eau. La forme, c'est les kystes. Et bien, vous avez remarqué ces flèches-là. Est-ce que je les ai placées n'importe comment? Non. La pointe, il indique quoi? La sortie ou l'entrée? Et bien, vous avez vu pour la première, ici. J'ai mis une flèche sortante. Ça veut dire c'est la sortie du parasite. Sous quelle forme? Eh bien, c'est toujours, il faut chercher ce que vous trouvez ici. Parce que ce qui sort, c'est ce qu'on va retrouver par la suite. Donc, c'est une libération des kystes dans les selles. C'est une libération fécale. C'est une sortie qui est active. On est bien d'accord? Oui, monsieur. Là, on n'est pas d'accord. C'est pas une sortie active. Et faites attention. Il ne faut pas glisser. Faites attention. Ah, quoi que là, donc, c'est une sortie qui est passive parce que le parasite ne fournit aucun effort et c'est une sortie uniquement par voie normale à travers les selles. Ben, le parasite, il va rester comme ça dans la phase libre en attendant qu'un sujet vienne l'ingérer. C'est une ingestion de kyste d'amibe par un homme. Lorsqu'il va ingérer, vous voyez la flèche, elle est entrante. Donc, c'est une pénétration qui est comment, mademoiselle? Qui est passive. Qui est active. Active, mâché active. Qu'est-ce qui est actif? Le fait de manger? La parasite, comment elle est? Passive. Passive. خاصة باقي شي حاجة؟ زدتكم واحد لا فليش هنايا. J'ai ajouté une flèche ici pour vous dire la lecture. On va faire la lecture dans ce sens toujours, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que vous, si je vous donne par exemple un cycle à construire, par exemple, eh bien ne le construisez pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut commencer par un événement là et vous faites placer l'événement qui suit là, et là, et là, et là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous bouclez votre cycle. Je me fous le cycle? C'est un cycle mondial. Oui, monsieur. L'hôte et l'homme.
il y a une phase libre. La phase libre est constituée de kystes. L'entrée est passive par ingestion, la sortie est passive Monsieur, par émission fécale. Je peux continuer, c'est bon? monsieur, Oui, mademoiselle. pourquoi l'ingestion des caisses damées par un homme c'est en voie passive? Parce qu'il entre par voie passive, par la bouche. La bouche, c'est un orifice déjà percé. Dans la Oui, merci. Il ne traverse pas la peau. On passe à un cycle, un deuxième cycle. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard. Il nous reste encore 2 cycles. Le cycle de Trypanosoma gambiensé, agent causal de la trypanosomose ou bien la maladie du sommeil. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette maladie-là? Oui, à cause de... Monsieur. À cause d'une moustique. Non, pas une moustique, une mouche. La mouche tsetse. Oui. À cause des moustiques. De la mouche tsetse, d'accord. Donc, Trypanosoma gambiensé, c'est l'agent causal. Donc, le terme agent causal, vous fait plus peur. Agent qui cause quoi? La trypanosomose. Donc, trypanosomose, comme j'ai dit tout à l'heure, la bilharziose, la schistosomose, la furcocercose. Donc, on prend le parasite et on ajoute un ose ou un iase, comme amibiase. Pourquoi maladie du sommeil? On le verra. Vous avez quoi ici, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Oui, c'est un frottis sanguin. C'est du sang qu'on a étalé sur l'âme pour voir et examiner ce sang. Et on voit qu'il y a des hématies. C'est parfait, c'est normal, mais cette forme est un peu bizarre. C'est pas quelque chose qu'on devrait trouver dans le sang. C'est pas des globules blancs. C'est quelque chose d'étrange. Eh bien, ça marque la présence d'un flagellé. C'est un parasite qui est dans le sang de l'homme. La mouche que vous voyez ici, c'est la mouche tsetse. C'est la mouche qui vient piquer l'homme pour sucer du sang. Et puis, il va injecter un peu de parasite qui va évoluer dans son corps. Donc, pour l'identification, il appartient toujours à l'embranchement des protozoaires. Trypanosoma gambiensé appartient aux protozoaires, aux rhizoflagellés, mais particulièrement aux flagellés. Tout à l'heure, c'était aux rhizopodes, ordre des Trypanosomidés. Ce cycle, je viens de dire, c'est du sang comment? C'est du sang humain. C'est l'homme qui dort. Agent causal de la maladie du sommeil chez l'homme. Oui. Et vous avez parlé de la mouche. Regardez son ventre qui est rempli de sang. Donc, vous avez combien d'autres ici? Normalement, on a 2. Bien, vous avez déjà une idée, c'est 2 autres. Et à votre avis, ce parasite, est-ce qu'il pénètre dans le corps de l'homme de façon passive ou active? Active. Active. Très bien. Et maintenant, cet homme qui est malade et qui a le parasite dans son sang, dans son corps, à un moment donné, il va contaminer un autre homme. Comment il va le contaminer? Un autre homme va le manger ou quoi? Non. Il va être comment? Piqué par une mouche. Non, pas contact du sang. C'est juste une mouche, la mouche tsetse. Nigebt de la mouche. D'où a ramené cette mouche le parasite? Un autre homme. En principe, c'est une mouche qui va aller se nourrir du sang d'un homme. Et il peut tomber très bien sur un homme qui est sain, comme il peut tomber sur un homme qui est malade. S'il tombe sur un homme qui est malade, il va aspirer le sang qui se retrouve dans son corps. Et parmi ce sang qu'il a avalé, il y a des hématies, mais il y a aussi un parasite. Parasite qui va lutter pour ne pas être digéré, comme n'importe quel aliment, et remonter, au lieu d'être évacué comme un aliment et après devenir un excrément, non, il va remonter le long de son tube digestif pour aller se loger dans les glandes salivaires de l'animal et attendre que cette mouche, qui est maintenant devenue vecteur, va piquer un autre homme qui peut être malade comme il peut être sain, mais en tout cas, il va encore reproduire le cycle. Il va piquer un homme
Donc, l'entrée du parasite, il est comment? Et la sortie, il est comment? Très bien, vous avez tout compris. Donc, c'est un cycle qui est d'Ixelles. L'agent causal de la trypanosomose, qui est la maladie du sommeil, donc c'est Trypanosoma gambiense. On a un hôte définitif, c'est l'homme. C'est là où on a une infection active. Et on a donc les formes de reproduction. Et un hôte intermédiaire, c'est un diptère, c'est la mouche tsetse, la glossine. Un diptère, et juste pour vous dire que ce sont des mouches. Les mouches, ce sont les diptères qui ont 2 ailes. Les mouches, ce sont les seuls insectes qui ont 2 ailes. Tous les insectes ont 4 ailes. Mais les mouches, on les appelle des diptères. Ptère veut dire aile et di, c'est 2. On continue? Oui. Voilà, sur cette photo, c'est juste une représentation 3D de synthèse, où vous avez des hématies qui sont avec leur concavité, et vous avez le parasite qui est là avec sa membrane ondulante. En réalité, donc, les trypanosomes, ils vont se présenter sous diverses formes en fonction du lieu où ils existent. On a vu déjà qu'il y a 2 hôtes, qu'il y a l'homme et qu'il y a aussi l'insecte. Et chez l'homme, on verra où se présente le parasite, dans 2 niveaux. Et chez le parasite, chez la mouche aussi, il y aura plusieurs niveaux où il va se présenter. Donc, en fonction du compartiment ou de l'organe qui est occupé par le parasite, la forme va différer. C'est le même parasite, toutes ces photos-là que vous avez ici, c'est le même parasite, mais sous différentes formes. En principe, c'est un flagellé, donc c'est un animal qui a un corps effilé, un flagelle qui prend naissance à la base et qui est à l'extérieur, et qui, si vous vous rappelez un petit peu, on avait parlé de la membrane ondulante. Voilà donc une membrane qui se tisse entre le flagelle et le cytoplasme, et vous avez le flagelle qui est libre. Ça, c'est une forme, c'est la forme trypanosoma. D'accord? C'est la forme, disons, adulte du parasite, la forme ultime du parasite. Ce sont des cellules effilées présentes dans le plasma du sang. Ensuite, vous avez une forme au niveau de laquelle le flagelle ou la membrane ondulante occupe juste la moitié du corps de la cellule. Juste la moitié, pas la totalité comme ici. C'est la forme crétidia et qui existe dans le tube digestif des insectes. Quand le sang est aspiré, c'est cette forme qui est aspirée. Et puis, elle va se transformer en crétidia. Vous avez cette forme qui est mince, grêle, on l'appelle la forme leptomonas. Leptomonas, forme grêle. Et enfin, vous avez une toute petite forme qui est dépourvue de flagelle, qu'on trouve dans c'est la forme, on la qualifie de la forme leishmanienne parce qu'elle est petite, et c'est la forme infestante. C'est la forme qui va pénétrer dans l'organisme. Voilà comment se présente le cycle. Oui, mademoiselle. Prof, la forme leishmania, il n'y a pas de flagelle. Oui, il a perdu le flagelle parce qu'il doit réduire tout ce qui est encombrant pour pouvoir pénétrer facilement à travers la paroi du sujet qui va être infesté. Donc, ces formes-là, on les trouve quand l'animal a besoin de se déplacer dans le sang ou dans le liquide du tube digestif de l'insecte. Mais cette forme, il va se trouver dans les glandes salivaires en attendant que lorsque la mouche pique un homme, ils vont pénétrer et à ce moment, cette forme-là va s'allonger et devenir une forme tout à fait mature qui est la forme trypanosoma. Donc, on va essayer tous les deux, ensemble, je veux dire. On va essayer, moi de mon côté et vous de votre côté, à essayer d'imaginer ce cycle. Je vais donc faire disparaître cette diapo. On a combien d'autres, s'il vous plaît? 2 autres. 2 autres. Très bien. Quel est l'autre définitif? L'homme. C'est Quel est l'homme. l'autre intermédiaire? C'est l'homme. L'autre intermédiaire. La mouche. Très bien. Est-ce que vous imaginez à un moment quelconque le parasite en dehors du corps de la mouche ou bien en dehors du corps de l'homme, c'est-à-dire une forme libre? Non, pas possible. Il n'y a pas de phase libre. Non. Donc, dans notre cycle, on va le dessiner avec un cercle qu'on va diviser en 2.
La moitié, on va l'attribuer à quoi? À l'insecte et la moitié à l'homme. Très bien. Et après, on va voir ce qui se passe, d'autres données. Déjà, ça, c'est très, très bien. Pour les modes d'infection, le mode d'entrée du parasite chez le moustique. Mode actif. Active par injection. Passif. Monsieur? Est-ce qu'on s'intéresse à l'autre intermédiaire? Ça, c'est le piège. Vous ne faites pas attention aux questions. Est-ce que j'ai demandé? J'ai jamais parlé de l'intérêt de l'autre intermédiaire, l'insecte. Je parle de l'autre définitif. C'est l'autre définitif qui est important. Est-ce qu'on a une sortie active ou passive de l'autre définitif? Active. Active, très bien. Est-ce qu'on a une entrée active ou passive chez l'autre définitif? Active. Très bien. Maintenant, on a jusqu'à maintenant un certain nombre d'informations. On va essayer de voir si on les a respectées. J'ai dit toujours on va faire la lecture dans ce sens. Cycle d'Ixen. Donc j'ai ici le diptère qui est la mouche et j'ai ici l'homme qui est l'autre définitif. L'entrée du parasite, la voilà. C'est une piqûre d'un homme sain, c'est une injection. Faites pas la confusion entre ingestion et injection. Injection, haqn. La mouche vient piquer l'homme et lui inocule, lui injecte la forme infestante. Ici, il y a une erreur qui peut la corriger. Piqueur d'un homme sain. Non, Piqueur la d'un forme. oral. La forme ici. La forme. Leishmania. La forme leishmania. D'accord, vous corrigez. D'accord, c'est cette forme-là qui va être injectée. Il va être injecté à travers quoi? À travers la salive, le hab, les glandes salivaires de l'insecte. On va partir de là, on Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas arabe? Est-ce qu'il y a des étudiants qui ne parlent pas arabe parmi vous? Je pense pas, monsieur. Il y a des étudiants. Donc, je m'excuse si parfois je glisse un peu, je parle en arabe. Je vais essayer de me rattraper. Je vais dire que je vais essayer de vous commenter le cycle et on découvrira tous ensemble les différentes étapes et les différents compartiments où se trouve le parasite. Donc, on commence déjà par ce point-là. Il faut commencer par un point. On commence là. Donc, lorsqu'un homme, qu'on va supposer un homme sain, vient d'être piqué par la mouche, on oublie d'où vient le parasite et tout ça, mais il vient de la mouche. De quel compartiment chez la mouche, on oublie. Et le pic est là, il lui inocule une forme de parasite qui est la forme leishmania, la toute petite minuscule. À ce moment-là, il va bien sûr migrer vers les ganglions lymphatiques de l'homme. Vous savez ce que c'est que les ganglions lymphatiques? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez sous les aisselles, sous au niveau de la nuque ici, il y a des ganglions. Et quand vous avez une blessure, vous sentez jusqu'à l'âge de 25 ans une inflammation à ces niveaux-là. Alors, ces ganglions, ce sont des filtres qui se trouvent sur la circulation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les ganglions lymphatiques, ils vont commencer à se multiplier pendant 10 à 15 jours. Et à ce moment-là, ils vont créer une inflammation au niveau des ganglions lymphatiques. Et cette inflammation se traduit par une accélération du rythme cardiaque. Vous avez, je pense, connu quelqu'un de votre famille, un enfant, ou vous-même par exemple, qui avait très souvent des infections des amygdales. Et ces gens-là, on leur conseille de les ôter carrément, parce que si il y a des infections répétées des amygdales, qui sont des ganglions lymphatiques qui se trouvent au niveau du cou, ça va provoquer un problème cardiaque, des arythmies cardiaques. Donc, ici, on se retrouve dans un schéma
équivalent quand le parasite se multiplie pendant 10 à 15 jours au niveau des ganglions lymphatiques, on a les premiers signes de la maladie chez l'homme, ça détermine la première période qui est caractérisée par une accélération cardiaque. Ensuite, le parasite va quitter les ganglions lymphatiques, qui va migrer vers le liquide qui se trouve dans les cavités du cerveau et de la moelle, le liquide céphalorachidien. À l'intérieur du cerveau, on a des cavités qu'on appelle les ventricules, et ils sont remplis d'un liquide. Ce liquide continue dans une petite gouttière au centre de la moelle, qui est le canal central. C'est un liquide qu'on qualifie donc de liquide céphalorachidien qui transporte des éléments nutritifs, des déchets, des transports des neuromédiateurs, beaucoup de choses. Le problème, c'est que lorsque le parasite, qui est un être vivant, va se déplacer et se loger dans le liquide céphalorachidien qui se trouve dans le cerveau et tout ça, c'est un animal vivant, c'est beaucoup de parasites qui vivent à l'intérieur, qui se nourrissent et qui rejettent des déchets. Et ces déchets vont provoquer des dérèglements et une irritation du système nerveux. Et c'est la deuxième période de la maladie, lorsque le sujet homme, atteint et infesté il y a quelques jours, il commence à présenter des signes de la maladie caractéristiques qui sont une agitation la nuit, parce qu'il est trop agité la nuit, ce qui le fatigue. Quand vous passez une nuit agitée, vous ne dormez pas bien. Donc le lendemain, vous êtes somnolent. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie du sommeil, parce que le lendemain matin, le sujet devient très fatigué parce qu'il a passé une sale nuit, il a mal dormi, et donc il va avoir tendance à dormir. Ce sujet-là devient donc source de contamination pour d'autres individus, parce que lorsqu'il sera piqué par une mouche qui va aspirer cette fois le sang, donc la sortie là, elle est active, comme l'entrée était active. Le parasite se retrouve alors chez le diptère au niveau de l'intestin moyen, parce qu'il a été pris avec le sang, c'est juste comme aliment, il va essayer de le digérer. Et là, il va séjourner dans l'intestin moyen pendant 10 à 12 jours pour se multiplier. Ça sera la forme leptomonas, la forme grêle. Et puis, vous voyez que, regardez, il était dans l'intestin moyen. Qu'est-ce qui vient après? On le trouve dans l'intestin antérieur. Est-ce que c'est un sens normal d'un aliment? Si c'était juste un aliment, il va aller vers l'intestin postérieur. Or non, on le voit remonter parce qu'il est capable de nager. Il a un flagelle. C'est la forme cretidia, nageuse, qui commence à avoir une petite nageoire, qui remonte vers le tube digestif antérieur. Pourquoi? Parce qu'il essaie de regagner les glandes salivaires. Il essaie de se rapprocher vers la région antérieure de l'animal, là où il y a les glandes salivaires. Et là, il va se loger dans les glandes salivaires en attendant que la mouche vienne piquer un homme. Et là, il va lui inoculer les formes parasites qui vont reprendre le cycle. Est-ce que vous avez compris ce cycle-là? Monsieur, Oui, monsieur. Oui. Quand on arrive à la deuxième période, et puis la flèche qui est là, la flèche qui est sortie du cycle, Oui. on a au-dessus la piqûre d'un homme malade. Monsieur, j'ai pas compris comment le parasite sort. Quand la mouche vient piquer un homme, il vient le piquer pour prendre du sang. Donc il pique et il traverse la peau. Donc le parasite se retrouve maintenant en train de sortir à travers les vaisseaux et à travers la peau pour se loger dans le tube digestif. Donc il est aspiré avec le sang. Donc c'est une sortie qui a été faite au travers de la peau et au travers des vaisseaux. Donc c'est une sortie active. Est-ce que vous avez saisi? D'accord? Normalement, quand vous avez un parasite qui est prisonnier d'un compartiment tissulaire ou d'un compartiment vasculaire ou liquidien qui se trouve à l'intérieur d'un organisme, pour sortir, il doit absolument traverser les barrières pour se retrouver vers l'extérieur. Donc, il est vrai que dans ce mode-là, la mouche, il vient juste piquer tout simplement pour se nourrir. Mais en piquant, il traverse la peau, il crée une brèche, une porte de sortie. Et donc, c'est ce qui fait que le parasite, on peut le qualifier de sortie active. Donc, c'est clair, cycle d'Ixen, c'est bon? Quels sont les compartiments affectés chez le diptère? Où se trouve le parasite?
Au niveau Dans du moyen, l'intestin antérieur et dans les glandes salivaires. Où se trouve le parasite chez l'homme pendant la première période? Dans la lumière Les intestinale. ganglions. Dans les ganglions lymphatiques. Et c'est la première période de la maladie qui est caractérisée par quoi? par la Accélération cardiaque. Très bien. Et il y a une deuxième phase, la deuxième période, qui est caractérisée par l'infestation à quel niveau? au niveau du liquide céphalorachidien. Très bien. Et à ce moment-là, on a les signes neurologiques de la maladie. Oui. En résumé, donc, la Trypanosoma cambiense est un protozoaire parasite. Chez l'homme, il est responsable d'une maladie qui est la trypanosomose, appelée aussi maladie du sommeil. L'homme est contaminé suite à une piqûre d'une mouche du genre glossine, qu'on appelle communément tsetse. Le parasite est tout d'abord dans le sang, puis il va infecter les ganglions lymphatiques. Parce que bien évidemment, quand la mouche vous pique, il vous pique au niveau du bras, il faut que ça remonte et ça passe dans le sang, ça circule un peu partout, et comme le sang irrigue les ganglions, c'est à ce moment-là qu'ils vont être piégés au niveau des ganglions lymphatiques. Et finit, donc le parasite finit par contaminer le liquide céphalorachidien parce que le sang remonte vers la barrière et ça va donc contaminer le système nerveux. La maladie passe par deux phases ou par deux périodes. Une première période qui est caractérisée par une accélération cardiaque et ça marque le début de la maladie, c'est lorsque les ganglions lymphatiques sont infestés. Et une deuxième période qui est caractérisée par certains troubles neurologiques, c'est lorsque le parasite est dans le liquide céphalorachidien. Donc vous avez les troubles nerveux qui provoquent une agitation pendant la nuit, donc la conséquence c'est la somnolence le jour. Il y a aussi des perturbations de la température qui va baisser et à terme ça va conduire à la mort du sujet. Et bon, c'est bon. On va passer à un autre cycle un peu plus compliqué, mais intéressant. Vous voyez quoi ici? Vous voyez la diapo? Une moustique. Moustique. Ça. Moustique. Et vous voyez ici quoi? Les globules rouges contiennent des noyaux, peut-être. Contenant des inclusions. Des inclusions en forme d'anneau. Parasite. Est-ce que tout à l'heure le parasite était à l'intérieur des cellules ou bien à l'extérieur? C'était un parasite extracellulaire. Maintenant, c'est un parasite qui est à l'intérieur. C'est un parasite qui est intracellulaire. Donc, ce cycle, en fait, c'est un cycle de Plasmodium falciparum, agent causal du paludisme. Paludisme qui tue à peu près 1 million et plus par an. Plus d'1 million par an, jusqu'à 3 millions. Ce schéma vous paraît compliqué, non? Oui, monsieur, c'est très compliqué. Et si on le simplifie? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est un cycle d'Ixen? Oui, oui. D'accord. Okay. Donc là, j'ai mis le moustique ici, j'ai mis le sang de l'homme ici pour dire que ce qui se passe en bas, c'est chez l'homme, et ce qui se passe en haut, chez le moustique. C'est chez le moustique. J'ai matérialisé par cette poche-là une glande salivaire, Rudda al-Abiya, une glande qui sécrète de la salive. Donc on voit bien que cette glande qui constitue de cellules rouges et qui a une cavité centrale d'où sort la salive est parasitée par une forme de ce parasite, de Plasmodium. D'accord? Ici, j'ai matérialisé la peau d'un homme. Et là, vous voyez une sorte d'aiguillon, comme une seringue. Dites-moi oui, non. Oui, monsieur, oui. D'accord? Donc, vous voyez cet aiguillon, ça marque le moment où un moustique fait pénétrer son rostre, c'est-à-dire ces pièces buccales qui sont creuses pour pomper donc le sang,
il fait pénétrer son rostre à travers la peau pour aller sucer du sang. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire pénétrer des parasites qui se trouvaient dans les glandes salivaires. C'est une contamination de quelle façon? Passive ou active? Active. Passive. الله يهديكم واش مش passive. Bien sûr. À chaque, ماشي passive. À chaque fois كتخترقوا la peau, c'est actif. C'est active. C'est actif. Donc il y a une pénétration active et ce qui entre en fait, c'est de la salive. Donc cet animal-là, il est capable de sécréter un anesthésique il va anesthésier la peau pour que vous ne sentiez pas la piqûre, le temps qu'il pique un petit peu et qu'il aspire du sang. Mais bon, en fait, là, il y a un peu de salive qui s'écoule et qui pénètre et qui emporte avec elle à peu près 10 000 sporozoïdes. On les appelle des sporozoïdes. Parce que dans ce cycle, on va voir que l'animal, il se multiplie à une façon extraordinaire, comme des spores de champignons. D'où les sporozoïdes. On avait parlé des sporozoïdes qui n'avaient pas d'appareil locomoteur. Alors, ces sporozoïdes, vous voyez, ils pénètrent dans la peau et ils vont être entraînés par le sang, carrément, vers où? Vers le premier foyer, qui est le foie. Bon, ici, dans le sang, on a matérialisé des hématies. D'accord? On reviendra sur ce cycle des hématies qui baignent dans du plasma. Mais le foie, on l'a matérialisé par ces cellules qui sont jointives. Parce que les cellules du foie, elles sont tout à fait jointives. Ça fait un tissu. C'est un schéma, je dis. Ce n'est pas très réel. Mais ça reflète un petit peu ce qui se passe. Alors, ce parasite sporozoïde qui pénètre, chaque parasite sporozoïde, imaginez, vous en avez 10 000 qui pénètrent. Eh bien, chacun va pénétrer dans une cellule du foie. Ça veut dire qu'on aura d'emblée 100 000 cellules du foie qui vont être infestées. Regardez ce qui se passe dans une de ces cellules-là. Un sporozoïde qui pénètre, qu'est-ce qu'il fait? Il va gonfler. Il va gonfler tout en se divisant. Et ça va donner un schizozoïde primaire. Ce schizozoïde primaire se divise, se fragmente. Chaque petit noyau... Attendez, je vais faire zoom. Donc, le parasite qui vient de pénétrer sous forme de sporozoïde, le voilà. Il est dans le sang irrigue le foie, il arrive dans le foie et le sporozoïde pénètre. Dedans, il va se nourrir parce que le foie est très riche en nutriments. Il va gonfler, il va se multiplier. Chaque petit noyau s'entoure d'un peu de cytoplasme et il va donner des schizozoïdes secondaires. Ces schizozoïdes secondaires vont encore réinfester d'autres cellules du foie, en dehors des autres qui ont été infestées primairement. Oui. C'est-à-dire que dans le foie, on passe par une phase de prolifération de ces 10 000. Ces 10 000 deviennent des millions. Parce que chaque cellule devient une autre usine de fabrication des sporozoïdes et qui vont réinfester d'autres cellules hépatiques et ainsi de suite. D'accord? Une multiplication importante. Schizozoïde primaire, schizozoïde primaire, schizozoïde primaire, schizozoïde primaire. Ce cycle, à votre avis, est-ce qu'il se produit et il se déroule à l'intérieur des hématies ou bien à l'extérieur des hématies? السؤال بسيط والجواب راه بسيط. À l'intérieur. الله يهديكم. À l'extérieur des hématies. نهضروا لكم على les cellules du foie. Elle est à l'intérieur des cellules du foie. Est-ce que c'est à l'intérieur des cellules du sang? C'est à l'extérieur. Donc c'est un cycle. Le premier cycle qui se produit, c'est un cycle à l'extérieur des cellules des hématies. Donc en termes de lieu, c'est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on va l'appeler un cycle exo-érythrocytaire. C'est moi le terme. Érythros, ça veut dire rouge. Essayez de comprendre. Érythros, ça veut dire rouge. Cytaire, en référence à cellules, à l'extérieur des cellules rouges, c'est-à-dire à l'extérieur des globules rouges. Donc, sur le plan du lieu, ça, c'est un cycle qui a lieu à l'extérieur des globules rouges. On l'appelle cycle
érythrocytaire. Sur le plan du temps, timing, en termes de temps, ce cycle, il se produit en premier. C'est le premier cycle qui se produit. Et ce n'est qu'après, lorsqu'on a passé à peu près 7 jours ici à proliférer le parasite, que le parasite va quitter le foie pour aller infester cette fois les globules rouges. Regardez, un qui pénètre dans les globules rouges, un schizozoïde qui pénètre dans les globules rouges. Et qu'est-ce qu'il fait dans les globules rouges? Eh bien, il va reproduire le même schéma qu'on a vu au niveau des cellules du foie. C'est-à-dire qu'il va gonfler, que le noyau va se diviser, qu'il va donner une poche avec plusieurs noyaux. Et au bout de 48 heures, on a carrément une hématie qui est complètement remplie de cellules parasites et de déchets de ce parasite. Et quand ça fait éclater une hématie, il y aura donc d'autres schizozoïdes qui vont être libérés et les déchets qui sont neurotoxiques et qui produisent des fièvres tous les 48 heures. C'est pour ça que cette maladie elle est caractérisée par des fièvres périodiques. Donc ce cycle-là, il a lieu quand? Il a lieu où plutôt? C'est à l'intérieur des hématies. C'est un cycle à l'intérieur des hématies. Si vous voulez dire d'une autre façon, c'est un cycle qui est érythrocytaire. Érythrocytaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Là, on va dire cycle érythrocytaire. Donc, c'est à l'intérieur des cellules. Alors que l'autre cycle, il était exo-érythrocytaire. Exo-érythrocytaire. Maintenant, en termes de chronologie, quand un homme est piqué par un moustique, il y a un cycle qui se produit dans le foie et après quelques jours, 7 jours, il y a un cycle qui va commencer au niveau des hématies dans le sang. Donc, en termes de timing, on va l'appeler, le premier, c'est un cycle pré-érythrocytaire parce qu'il précède le cycle qui aura lieu au niveau des érythrocytes. Donc, on a deux cycles, un cycle pré-érythrocytaire et un cycle érythrocytaire, ou alors un cycle exo-érythrocytaire et un cycle érythrocytaire. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. on peut avoir un cycle sans l'autre? Non. D'accord. C'est un cycle au niveau du foie. C'est un cycle qui est un cycle de préparation. Parce que le nombre de parasites qui ont été injectés est insuffisant pour induire la maladie. Vous savez combien de milliards de globules rouges on a? Donc, le parasite il va utiliser les cellules du foie comme une usine pour proliférer. Et à chaque fois qu'un groupe est mature, il va sortir et va aller contaminer le sang. Et du coup, sur le plan du timing, c'est ce qui se produit. La maladie, il se manifeste à ce niveau-là, quand les globules rouges sont infestés. Quand les globules rouges sont infestés et qu'ils produisent ce cycle où il y a finalement un éclatement des hématies, le plus dangereux, c'est cette substance toxique qui est libérée, qui est donc une substance résultant de la dégradation de l'hémoglobine et du contenu des cellules des globules rouges par le parasite. Cette substance provoque des fièvres périodiques qui conduisent effectivement à la mort. Seulement, vous voyez ici une autre fois, le rostre qu'on avait défini ici, on le retrouve ici. Et la flèche ici était une flèche entrante, là c'est une flèche sortante. Ça veut dire quoi à ce moment-là? C'est quoi? Il correspond à quoi à ce moment? La sortie du parasite. C'est-à-dire le moment où un moustique vient piquer un homme qui est déjà malade. Qui est déjà malade. Alors il va piquer l'homme qui est malade et il va aspirer du sang. Est-ce qu'il va faire un tri? Non, il va aspirer du sang pour se nourrir. Seulement, les cellules, les jeunes cellules infestées, globules rouges infestés, qui se retrouvent piégées dans l'estomac de cet animal-là, dans le tube digestif de l'insecte, et se retrouvent dans un milieu tout à fait différent de là où il vivait. Dans le sang, il y avait un certain pH, un certain environnement, mais dans le tube digestif, il y a de l'acidité. C'est très agressif, c'est une alerte. Ça veut dire que ça va les dégrader.
Et à chaque fois que les conditions deviennent difficiles, j'avais dit, on passe à la reproduction, quoi? Un autre forme. Pardon? Pour n'importe quel individu ou n'importe quel organisme vivant, quand les conditions deviennent difficiles, il passe à la reproduction Sexuelle. sexuée. Là, c'était quoi? C'est de la reproduction sexuelle? Est-ce que là, c'était une reproduction sexuelle? Asexuée. Et là, est-ce que c'était de la reproduction sexuelle? Parce que les conditions de vie étaient favorables. Là, c'était des conditions de vie favorables, donc la reproduction était asexuée. Mais quand le sang va être aspiré et qu'il arrive dans la lumière intestinale, vous voyez ici, c'est la paroi de l'intestin de l'insecte, et que là, il y a de l'acidité et qu'il y a des agents qui peuvent détruire les cellules, ça devient des conditions difficiles et on voit ces cellules-là ne pas évoluer dans la même façon que dans les hématies normales, dans le sang. Au contraire, il y aura un qui va donner une sorte de macrogamète, l'équivalent d'un gamète femelle, c'est-à-dire d'un ovule, et un autre qui va bourgeonner des microgamètes, qui sera l'équivalent de spermatozoïdes, mais ce n'est pas vraiment des spermatozoïdes. Mais on va dire tout simplement un macrogamète et un microgamète. Et vous voyez que ça va s'unir. Là, ce sont des individus tous à N chromosomes. Mais à l'union ici, on obtient un zygote. Un zygote qui a 2 N chromosomes, qui est un zygote mobile. Un zygote qui se déplace pour pénétrer à travers la paroi. D'où le terme de œcinète. E pour dire œuf et cinète pour parler de cinétique et de mouvement. Vous avez fait de la cinétique en baccalauréat, l'étude des mouvements. Donc œcinète signifie œuf mobile, un œuf mobile. Un œcinète qui pénètre dans la paroi et qui va s'enquister ici. C'est un eukyste, il s'enquiste, c'est-à-dire il se protège. Mais dès qu'il pénètre et qu'il se retrouve bien à l'abri, bien loin de l'acidité, là, il commence à se reproduire par reproduction asexuée. C'est-à-dire qu'on a ici une sorte de poche qu'on appelle un sporoblaste, dans laquelle on assiste à une division de ce noyau. C'est-à-dire qu'entre ce stade-là et ce stade-là, il y aura quoi? Là, il y a des noyaux à N chromosomes, là, il y a un noyau à 2 N chromosomes. Entre le kyste et le sporoblaste, il y aura donc une réduction chromatique. Vous arrivez à suivre? Est-ce que je vais trop vite? Monsieur, il y a eu une division. Oui, bien sûr. Donc là, ici, s'il vous plaît, on a eu une union entre 2 cellules qui se comportent comme gamètes. Là, c'est un gamète équivalent de gamète femelle, macrogamète, parce que c'est une seule cellule qui est conservée. Là, il y a un bourgeonnement multiple et on a des microgamètes tout petits et ça donne un œuf. L'œuf va se bouger, se déplacer plutôt, pour s'infiltrer dans la paroi intestinale. Il s'infiltre en profondeur en s'enquistant. Une fois à l'abri, il commence sa réduction. Donc le noyau se divise une fois, réduction chromatique, puis division équationnelle. Et ainsi, on a plusieurs petits noyaux à N chromosomes dans ce qu'on appelle un sporoblaste, c'est-à-dire une poche qui contient plusieurs spores. Ces spores qui, à maturité, vont donner des sporozoïdes qui vont migrer vers les glandes salivaires et ainsi, cet insecte-là, qui vient de se nourrir, devient capable d'infester un autre homme et le cycle reprend. Est-ce que c'est clair? Où se passe la reproduction sexuée? Chez l'homme ou chez l'insecte? Pardon? Chez l'insecte. Très bien. Chez l'insecte. Alors, si je reprends ce cycle de cette façon-là, ne vous perdez pas, c'est le même cycle, mais sans les illustrations. Donc ici, j'ai mis l'homme en haut, le moustique en bas. Ici, chez l'homme, on a combien de cycles? 2 cycles. Un cycle pré-érythrocytaire, vous arrivez à voir? Oui, vous voyez la doigt-pont? Et un cycle érythrocytaire. Et on a placé ça en premier parce que réellement,
sur le plan chronologique, c'est la première partie du cycle et la première à se produire. Lorsqu'un homme est infesté, voilà la flèche qui pénètre. C'est-à-dire une piqûre d'insecte qui inocule des sporozoïdes qui sont à N chromosomes, qui pénètrent dans les cellules du foie et dans des schizontes primaires, lesquels dans des schizoïdes primaires. Les schizoïdes primaires dans des schizontes primaires. Vous n'avez rien compris? Les voilà. Quand vous avez un schizoïde primaire qui gonfle, qui donne un schizonte et qui se divise et qu'après vont redonner des infestations, c'est la boucle entre les cellules hépatiques qui dure 7 jours. C'est bon? Et après, ça va passer vers le compartiment sanguin. Voilà, des schizoïdes primaires vont migrer vers le sang pour donner des cellules hématies gonflées, remplies de schizoïdes. Et ça se multiplie à l'intérieur des hématies. Des hématies contaminent des hématies. À un moment donné, quand un moustique pique l'homme et aspire le sang, il va piquer ce qu'on appelle des gametes femelles et des gametes mâles. C'est-à-dire des cellules qui vont se comporter en tant que cellules femelles et des cellules qui vont se comporter en tant que cellules mâles, qui vont libérer respectivement un macrogamète et des microgamètes. L'union entre les deux, puisqu'ils sont à N chromosomes, va constituer un zygote à 2 N chromosomes, qu'on appelle un œcinète, lequel va s'enquister sous la paroi intestinale. Et rapidement, il subit une réduction chromatique pour donner des sporoblastes à N chromosomes, qui contient des individus à N chromosomes. Et c'est ce qui va générer des sporozoïdes qui se logent dans les glandes salivaires. Et lorsqu'un moustique pique un homme, ça va être inoculé à l'homme vers le compartiment sanguin, mais ça passe dans un premier temps vers le foie, et ce n'est qu'après qu'il revient vers le sang. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. I'm done. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez compris un petit peu. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui, mademoiselle. Monsieur, il y en a des gens qui ne le piquent pas la moustique. Est-ce que ces gens vont être aussi malades de cette maladie? Si vous n'êtes pas piqué par le moustique, vous ne risquez pas d'être contaminé. D'accord, merci, monsieur. De toute façon, quand vous parlez de cette maladie, c'est une maladie qui n'existe pas dans tous les pays. Ça existe dans certains pays où la maladie existe déjà. Donc, quand on part vers certains pays d'Afrique, on est obligé de prendre avec nous des répulsifs, des substances qu'on va pulvériser sur nos bras et tout ça, pour que les insectes ne s'approchent pas. On doit se coucher sous ce qu'on appelle donc des moustiquaires, c'est-à-dire un lit avec un voile très fin qui empêche les moustiques de pénétrer. Et n'oubliez pas que l'un des traitements qui est maintenant très efficace contre le Covid, c'est la névaquine, c'est la chloroquine. La chloroquine, c'est l'un des traitements sous forme de névaquine qui se donnait pour traiter le paludisme. Le problème du paludisme, c'est un problème majeur parce que on a essayé de lutter contre. C'est dans les zones en fait où se passe ça, dans les zones où il y a des marécages, des zones où il y a des eaux stagnantes. C'est là où les moustiques pondent leurs œufs et donnent des larves. Et à chaque fois, les larves deviennent donc des adultes qui s'accouplent, mâles et femelles. Le mâle, il a une durée de vie qui est très courte parce qu'il va mourir, il féconde la femelle et il va mourir, mais la femelle elle est de grande taille et c'est elle qui doit se nourrir de sang, qui elle doit aller piquer et détecter les animaux à sang chaud. Et ce sont des animaux qui sont extraordinaires. Ils ont des capteurs infrarouges, ils ont des capteurs de CO2, ils détectent n'importe quel organisme vivant à sang chaud, que ce soit une vache, un mouton ou un homme, pendant la nuit, donc pas besoin de voir. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. C'est écrit dans le Coran, donc
C'est un animal qui est hyper sophistiqué, qui a des capteurs de tout genre. Et c'est ce qui permet à cette femelle de détecter un homme et d'aller chercher, le piquer pour prélever du sang. Donc, généralement, quand on part en voyage dans ces pays-là, on doit pratiquement prendre nos traitements, prendre les précautions, prendre beaucoup de mesures d'hygiène pour éviter d'être piqué et de revenir avec cette maladie.